Je réglais les paramètres de ma caméra pour avoir un meilleur angle quand j'ai vu quelque chose bouger derrière le buisson sur mon écran. J'ai zoomé et je me suis complètement figé. Darla, regarde ça. Ma gorge était tellement sèche que je pouvais à peine parler. Ma meilleure amie, qui s'amusait avec les filtres Snapchat depuis 10 minutes, a brusquement levé la tête. Elle m'a regardé avant de suivre mon regard. Ses yeux se sont écarquillés. Sans se douter de notre présence, l'homme continuait à traîner la femme plus profondément dans les bois. Il était grand et bâti comme un taureau. La femme semblait avoir la vingtaine et était complètement inerte. Ses pieds raclaient l'herbe derrière elle. Avant même que je puisse bouger, Darla a commencé à filmer en le suivant. Elle a marmonné qu'il fallait bien cadrer la scène avant de faire quoi que ce soit. « T'es folle ?» J'ai sifflé en me précipitant derrière elle. Elle ne m'a même pas regardé et continuait à ajuster son objectif. Soudain, le type s'est arrêté, a posé son sac à dos et en a sorti un rouleau de scotch et de la corde. Mon sang s'est glacé. Darla, arrête. Il l'avait kidnappée. On doit appeler le 911 maintenant. Elle m'a regardé, agacée, comme si je l'interrompais en plein milieu de quelque chose d'important. Et rater ça, ça va être énorme. Et on est en train de récolter de vraies preuves. Donne-lui juste 10 minutes. On récupère les images et après on appelle. Je la fixais, horrifiée. T'as perdu la tête? Elle a promis que ça ne prendrait pas plus de 10 minutes. Contre tout instinct, je suis resté. Je ne le savais pas encore, mais je commettais une erreur qui aurait pu être la dernière de nos vies. Mais j'aimais et je faisais confiance à Darla. C'était ma meilleure amie depuis le collège. Elle habitait à 2 rues de chez moi et chaque samedi ensoleillé, elle m'entraînait à Riverside Park pour prendre des photos. Elle avait un compte photo avec quelques milliers d'abonnés sur Snapchat et était obsédée par la Golden Hour. Je l'accompagnais surtout parce que c'était une façon sympa de passer une soirée. On prenait des snacks à l'entrée du parc, on se promenait le long du lac et je scrollais sur mon téléphone pendant qu'elle prenait des photos et me demandait mon avis. Ce samedi d'avril, on était environ 1 heure dans notre tour habituel, loin vers la lisière des arbres. La lumière tombait parfaitement sur tout, alors j'ai sorti mon téléphone pour prendre quelques photos moi aussi. C'est là que j'ai vu l'homme traîner la femme derrière les buissons. Darla, ça suffit, j'ai sifflé entre mes dents, le cœur battant à tout rompre. On doit appeler le 911. Mon pouce hésitait au-dessus du numéro d'urgence. Attends, Darla l'a arraché. Encore 1 minute. On a besoin de preuves, sinon personne ne va nous croire. Il se faufilait dans les buissons, à regarder depuis 6 mètres de distance. Il était méthodique, comme s'il faisait du jardinage. Il a sorti du ruban adhésif et une corde. La femme par terre ne bougeait pas. Darla était en live. Son téléphone s'affolait de messages et de gens qui criaient d'appeler la police. Les chiffres étaient dingues. Darla, arrête. On appelle maintenant. Encore 1 minute. Juste au moment où j'attrapais mon téléphone, le gars a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Il a cligné des yeux et avant même que je puisse réagir, il était sur nous. Darla a hurlé et s'est sauvée, mais j'étais trop lente. Il a franchi la distance en un instant et m'a attrapé le bras. Il m'a tiré en arrière, jeté dans la terre et a bloqué mon poignet avec son genou. L'instant d'après, il avait un couteau sur ma gorge. « Lâche-le !» Il a aboyé. J'ai laissé tomber mon téléphone dans la terre. Mon cœur battait à toute allure. Je ne savais plus quoi faire. Il a commencé à délirer sur le fait que mon ami m'avait abandonné et à dire des trucs vraiment tordus sur ce qu'il allait faire ensuite. Je tremblais tellement que je pouvais à peine bouger. Je pleurais, le suppliais de me laisser partir en lui promettant de ne rien dire à personne. Et où serait le plaisir? Il a ricané. C'est alors que la femme par terre a commencé à reprendre conscience. J'ai vu ses yeux s'ouvrir et elle a compris ce qui se passait. Elle a essayé de ramper le plus discrètement possible, mais il l'a entendu quand même. Il s'est retourné et avant qu'elle puisse s'enfuir, il l'a attrapée et lui a planté le couteau dans les côtes. J'ai hurlé. Il m'a giflé pour me faire taire et s'en est repris à elle. Il y avait du sang partout. Ça avait éclaboussé mon t-shirt et ses mains. La femme semblait vouloir crier, mais aucun son ne sortait. Il l'a jeté comme un vieux chiffon et s'est retourné vers moi en m'agrippant par les cheveux. Il avait le couteau à quelques centimètres de mon cou quand un coup de feu a retenti depuis la haie. Il a titubé en arrière. Je n'ai réalisé ce qui s'était passé que lorsque j'ai vu Darla avec 2 flics. L'un d'eux avait encore son arme pointée sur le type.
Elle avait couru jusqu'à l'entrée du parc et trouvé une voiture de patrouille. Elle y était arrivée à temps. Il s'avère que le type s'appelait David Winskin. C'était un drogué, le demi-frère de la femme, qui tentait d'extorquer de l'argent à son beau-père. Quand le père ne l'avait pas pris au sérieux, David avait pété les plombs et l'avait kidnappé sur le chemin du retour. La femme a survécu. Elle était en chirurgie pendant des heures et a perdu beaucoup de sang, mais elle va bien maintenant. Darla et moi avons passé toute la nuit au commissariat à donner nos déclarations. Quand mes parents sont venus me chercher, ma mère n'a pas dit un mot, mais elle me tenait la main comme si elle avait peur que je disparaisse. Le détective nous a dit que la vidéo Snapchat était une bonne preuve, mais c'était vraiment stupide de notre part. Il a dit que le temps passé à filmer au lieu d'appeler le 911 était du temps qu'ils auraient pu utiliser pour nous éviter tout ce sang et ces blessures. Darla n'arrêtait pas de s'excuser pendant des semaines pour sa bêtise, en pleurant sur comment cette minute aurait pu me coûter la vie. Il a raison, mais je me sens tout aussi responsable. J'aurais pu appeler le 911 moi-même. J'aurais pu éviter bien des problèmes à cette femme et à moi-même. C'était stupide de ma part, et ça aurait pu finir bien pire, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je dois vivre avec ça toute ma vie, et j'ai appris. Il était 7 heures. J'étais encore à moitié endormi quand mon téléphone a vibré avec une notification Snapchat. Je l'ai attrapé, espérant un message sympa du gars de mon cours d'éco, ou peut-être un mème de Becca ou Jade. À la place, une vidéo est apparue. Elle durait seulement 15 secondes, filmée dans le noir avec la caméra qui balayait lentement la pièce. Une angoisse m'a envahi en regardant. Ma gorge se serrait à chaque seconde qui passait et mon cœur s'est mis à s'emballer. J'ai reconnu les rideaux, le ring light sur la table et cette affiche esthétique tirée de Pinterest immédiatement. J'ai retenu mon souffle tandis que la caméra pivotait lentement vers la silhouette assise sur le lit. Un orteil peint en rouge est apparu en premier, suivi de quelques boucles blondes et enfin le visage. J'ai crié, j'ai tâtonné et fait tomber le téléphone sur la couette en me redressant brusquement. C'était moi. Quelqu'un était entré dans mon appartement pendant que je dormais et m'avait filmé. Ça faisait environ 1 an que j'étais à Caldwell. En tant que junior boursier, ma vie se résumait à décrocher mon diplôme de comptabilité tout en occupant 2 jobs sur le campus. Je vivais dans un studio au 3e étage avec un verrou à code sur le campus et jusqu'à il y a 2 semaines, mon plus grand stress était de maintenir mes notes pour conserver ma bourse et de rendre mes devoirs à temps. Le premier snap est arrivé un week-end à 19h. J'étais en pleine session de révision intensive à essayer de corriger une erreur dans un bilan comptable. Soudain, mon téléphone a émis une notification Snapchat. Je l'ai pris. C'était un snap d'un compte jetable appelé Ton Reflet. Je l'ai ouvert et je me suis figé. C'était une photo de moi, prise depuis le pied de mon lit à 2h du matin. J'ai essayé de répondre, mais il n'y avait rien d'autre qu'un bitmoji par défaut. J'ai demandé qui c'était, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai essayé d'en savoir plus sur le compte, mais il n'avait qu'un bitmoji et rien d'autre. J'ai paniqué, pensant qu'un rôdeur s'était introduit, et j'ai rapidement appelé la gestion de l'immeuble. Quand ils sont arrivés, j'avais changé mon code et vérifié chaque fenêtre, mais elles étaient toutes déjà verrouillées. Je leur ai dit que j'avais reçu un snap pris depuis l'intérieur de ma chambre. Ils ont vérifié les caméras de surveillance, mais il ne semblait pas que quelqu'un soit entré. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une mauvaise blague d'un ami, peut-être Jade. Elle avait une chaîne YouTube où elle postait des vidéos de blagues idiotes de temps en temps. Alors je l'ai appelée. « Tu plaisantes? Pourquoi j'aurais fait un truc aussi bête? » Désolé. Je pensais juste que tu voulais peut-être du contenu ou quelque chose. » Sérieusement? Chérie, mes blagues sont toujours sans danger. Je te jure, c'est pas moi. Je voulais la croire. Les partiels approchaient à grands pas et j'avais presque oublié tout ça. Mais un mercredi soir pendant que j'étudiais, 19h05 est arrivé et un autre snap a sonné. Cette fois, c'était moi dans la baignoire. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai appelé la police du campus immédiatement, mais ils n'ont rien trouvé en fouillant l'endroit. Comme le snap était en vue unique, je n'avais aucune preuve à leur montrer. Un des agents a même eu le culot de me demander si j'avais pris quelque chose. Je lui ai dit que c'était complètement insensé.
Le midi, j'ai tout déballé à Becca et Jade. Becca était visiblement inquiète, mais Jade a juste penché la tête et m'a demandé si j'étais très stressé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'arrive tout le temps pendant les partiels. Je ne sais plus si j'ai mangé ou si je me suis douché. T'as stressé pour tes examens à cause de ta bourse, alors peut-être... Je lui ai dit que j'étais prête et que malgré mes inquiétudes, je savais que je maintiendrais mes notes. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas. Le 3e snap est arrivé le lendemain soir, à la même heure exacte. Cette fois, il me montrait à mon bureau à 2h47 du matin. Au 4e snap, je dormais à peine. J'ai mis du scotch sur la caméra de mon ordi, acheté une alarme de porte et j'ai commencé à dormir avec la lumière allumée. Mais ça n'a rien changé. Le 5e est arrivé quand même. Après ça, j'ai commandé illico une caméra cachée sur Amazon. Je l'ai installée sur mon étagère, pointée directement vers mon lit. Je n'en ai parlé à personne. J'ai passé 3 jours à regarder les images, mais il n'y avait rien. Au matin du 4e jour, j'étais tellement épuisé que je n'avais presque plus envie de vérifier les images, mais je l'ai quand même fait. J'ai fait défiler des heures de moi dormant paisiblement. J'étais sur le point d'éteindre quand la vidéo a changé. À 3h12 du matin, je me suis redressé, avec une raideur déconcertante. Je n'avais pas l'air confuse. Je me suis traîné jusqu'à mon bureau et j'ai sorti mon vieux téléphone de secours du tiroir du coin. Je l'ai glissé dans une pile de livres, à un angle bizarre. J'ai tâtonné sur l'écran, j'ai appuyé sur enregistrer avant d'envoyer le clip. Je suis retourné me coucher, je me suis effondré sur le lit et je me suis rendormi. Mes yeux étaient ouverts tout le temps, mais mon visage était totalement vide. J'ai revu le clip des dizaines de fois, espérant voir quelque chose qui prouverait que ce n'était pas moi, mais le clip ne changeait pas. J'ai appelé le docteur Okafor le lendemain. Jade m'en avait parlé quelque temps auparavant. Il a fallu plusieurs semaines de séances et de tests avant qu'il confirme que c'était un épisode dissociatif dû à un stress scolaire extrême. Il a dit que c'est plus courant qu'on pense et tout à fait gérable. On travaille dessus depuis environ 4 mois. Je repère mieux les déclencheurs et mon rythme de sommeil est strict. J'ai plus reçu de snaps de mon reflet depuis 6 semaines, mais je garde cette caméra sur l'étagère car le pire n'était pas les messages flippants. C'était réaliser que pendant que je dormais, mon corps se levait et bougeait comme si j'étais là, mais personne n'était derrière mes yeux. J'avais à peine posé mon téléphone sur la table de nuit après avoir publié le premier snap de Nina et moi ensemble quand ma fenêtre a explosé. Mon téléphone a claqué sur le sol et j'ai sursauté quand mon ex, Rebecca, s'est glissée à l'intérieur, l'air d'un taureau en colère. Il est où, le briseur de couple Aaron? Rebecca? Mais c'est quoi ce délire? J'ai rencontré Rebecca lors d'une fête universitaire. Elle était en option musique et avait franchement une belle voix. Je l'ai invitée à sortir et avant la fin du week-end, on était ensemble. Les premiers mois étaient géniaux. On s'entendait surtout. Elle adorait traîner avec mes potes et parlait déjà d'une relation sérieuse. Mais vers le premier anniversaire, les choses ont commencé à se dégrader. J'ai décroché un stage dans un cabinet d'architecture en ville et elle a commencé à angoisser dès que je n'étais pas là. Je lui répétais que le boulot était intense, mais rien n'y faisait. Elle m'appelait 5 fois d'affilée si je ne répondais pas et a même fini par appeler mes collègues. Quand elle pensait que je dormais, elle fouillait dans mon téléphone. J'ai essayé de lui parler et de fixer des limites, mais ça ne tenait jamais plus d'1 semaine avant qu'elle recommence. Ce Valentin, Rebecca voulait que je pose pour un voyage à Miami, mais je visais une offre à temps plein et je lui ai dit que c'était impossible. Elle a complètement pété les plombs, a saccagé l'appartement en criant que je choisissais mon boulot plutôt qu'elle. Je lui ai dit que j'en avais fini avec ce cirque et j'ai rompu sur le champ. Comme prévu, elle l'a mal vécu. Elle a texté tous mes amis et a essayé de m'humilier de façon que je préfère oublier. Mais après quelques semaines sans réponse, elle a fini par disparaître et j'avais vraiment l'impression que c'était terminé. En septembre, j'avais commencé à voir Nina du boulot. Comparé à Rebecca, c'était une bouffée d'air frais. 2 semaines plus tard, j'ai posté une photo de nous sur Snapchat. Je l'avais prise dans un bar sur un rooftop. J'avais l'impression que les choses se mettaient enfin en place. Je ne savais pas que Rebecca me surveillait encore depuis un compte anonyme et qu'elle allait s'introduire chez moi. « Rebecca, sors d'ici ou j'appelle le 911 !» Je l'avais prévenue.
Comment oses-tu agir dans mon dos? Tu croyais que je ne le découvrirais pas? Je vais te montrer. » Elle m'a bousculé, traversant le salon en hurlant des insultes sur Nina. Je me suis précipité derrière elle en lui criant d'arrêter, mais elle m'ignorait complètement. Elle a foncé dans la cuisine et a commencé à balancer les couverts par terre. Sérieusement, Rebecca, fous le camp de mon appartement. C'est terminé entre nous. Je me suis mis en travers de son chemin. Elle s'est immobilisée une seconde, clignant des yeux, stupéfaite que je tienne tête. Je haletais, espérant qu'elle allait craquer et partir en courant. Au lieu de ça, elle a commencé à applaudir et à ricaner comme une folle. Soudain, elle a bondi. Elle a saisi le cutter sur la table et l'a planté dans mon avant-bras. Une douleur fulgurante a explosé dans mon bras et j'ai hurlé. « Dis-moi encore que c'est rien. » Elle a sifflé en l'arrachant et en l'enfonçant à nouveau. Du sang coulait de la profonde entaille. J'étais sous le choc, reculant contre le mur en titubant. Mais elle n'avait pas fini. Elle m'a donné un coup de pied dans le mollet et pendant que je me pliais en deux, elle a foncé vers le sous-sol pour saccager mon espace de stockage. J'ai essayé de reprendre mon souffle avant de boitiller tant bien que mal jusqu'à la chambre pour attraper mon téléphone. Je composais le 911, mais elle était déjà partie quand l'opératrice a répondu. J'ai eu 4 points de suture, déposé une plainte et obtenu une ordonnance restrictive le lendemain matin. Quand les flics l'ont interrogée, elle a nié avoir jamais été là. Bien sûr, la caméra du couloir de mon immeuble avait été recouverte de peinture en bombe plus tôt dans la semaine, donc je n'avais aucune image et rien à montrer sinon mon bras. Je pensais vraiment que l'ordonnance restrictive l'arrêterait. Mais 3 semaines plus tard, les photos ont recommencé. C'était moi quittant mon appartement à 8h du matin, pris de l'autre côté de la rue, et à la salle de sport, pris depuis la fenêtre du parking. Elle m'avait même photographié entrant dans l'immeuble de Nina, de l'autre côté de la ville. Chaque snap venait d'un nouveau compte burner, sans texto ni bitmoji. Je savais à quel jeu elle jouait. Elle voulait juste s'assurer qu'elle serait dans ma tête 24h/24, 7J. J'ai apporté chaque capture d'écran au détective, mais il m'a dit de continuer à documenter et que c'était difficile à poursuivre sans quelque chose de plus direct. Je détestais entendre ça. Un matin, j'ai ouvert Snapchat, à moitié certain de recevoir un autre snap depuis la rue. À la place, j'ai reçu une photo d'un mur de chambre avec ma photo épinglée au centre. Elle était entourée de bougies et d'autres trucs que je ne voulais pas regarder de trop près. La légende disait « Je vais te récupérer très bientôt ». Je me suis précipité à la police avec tout ça. Ils sont allés chez elle et ont fait une visite, mais ils ont dit que tout semblait normal. Il n'y avait aucun hôtel ni rien. Soit elle avait tout nettoyé avant leur arrivée, soit elle faisait ça depuis un endroit que personne ne trouverait jamais. Le temps qu'ils essaient de retracer le compte, il était déjà supprimé. Elle est silencieuse depuis des semaines maintenant. Nina s'est même sentie assez en sécurité pour retourner chez elle. J'ai arrêté de scruter la rue obsessionnellement chaque matin, même si je me surprends encore à le faire la moitié du temps. Je ne sais pas si elle passe enfin à autre chose, ou si elle devient juste plus maligne dans sa façon de faire. Honnêtement, je ne sais pas lequel des deux me fait le plus peur.